à Arnaud Thurilla-Cloutier, qui est enseignant de philosophie et il a été militant dans le mouvement étudiant et a publié sur ce sujet Printemps de force, une histoire du mouvement étudiant au Québec de 1958 à 2013. Actuellement, il rédige une thèse de sociologie sur la forme capitaliste de la transition énergétique hors des hydrocarbures. Il contribue aux recherches de la chaire de recherche sur la transition écologique et aux activités de l'Atelier d'écologie sociale du capitalisme avancé, l'ESCA, tous les deux à l'UQAM. Alors, Arnaud, c'est à vous. Je mets dans le clavardage le lien vers votre magnifique livre. Notre camarade Benoît l'a terminé ce matin, puis j'ai bien hâte de me le procurer. C'est à vous, Arnaud. Merci beaucoup, Lucie. Merci de l'invitation pour cette présentation. Je tiens aussi à remercier les peuples Mohawk de nous accueillir, le peuple Mohawk de nous accueillir sur les territoires non cédés de Tiohtià:ke à Montréal, et aussi les Cris et les Inuits qui nous permettent d'avoir l'électricité qui nous donne cette rencontre Zoom et qui ont été dépossédés par Hydro-Québec pour que le sud de Montréal et la métropole puissent avoir de l'électricité. Aujourd'hui, je vais tenter de vous présenter rapidement notre livre. Je ne pourrais pas vous parler évidemment de tout ce qui est question dans notre livre. Donc, pour une écologie du 99% que j'ai coécrit avec deux camarades qui n'étaient pas disponibles aujourd'hui, mais Frédéric Legault et Alain Savard. Vous pouvez trouver le livre en librairie depuis 2 semaines. On a décidé de sortir ce livre-là, d'écrire ce livre-là, en fait, dans l'urgence pour répondre à deux enjeux, si on veut. D'une part, c'est quelque chose qui n'existait pas vraiment, un ouvrage de vulgarisation sur la question du rapport entre écologie et économie. Ça existait peu, du moins pas sous cette forme-là et pas sous les aspects qu'on a essayé de mettre ensemble. Ce livre-là est aussi une réponse aussi à un besoin du mouvement écologiste qui, malheureusement, parfois est un peu est moins clair sur ses positions relativement à l'économie, notamment relativement au capitalisme. Il y a plusieurs, disons, en quelque sorte, lieux communs qui pour nous, sont des obstacles à la capacité du mouvement écologiste de comprendre les véritables ennemis et puis les véritables contraintes sociales qui pèsent sur la transformation. Donc, notre but, c'est, à travers ce livre-là, c'est de dépasser un peu un consensus un peu vert pâle qui pense qu'on est tous dans le même bateau, que tout ira bien, les technologies vont nous sauver, puis que les gouvernements vont prendre ça en charge, et puis même qu'il faut, disons, célébrer les marches pour le climat, comme l'a fait le ministre de la CAQ en disant oui, c'est une belle marche. On voit que les jeunes sont inspirants dans leur défense de l'environnement. Je pense qu'il est temps de démontrer que le discours et disons, nos objectifs sont davantage offensifs et ne rendent pas, disons, ne cadrent pas avec les objectifs de la CAQ et les visions politiques de la CAQ ou du gouvernement québécois en général. Ce livre, on l'a voulu construire en 3 grandes parties. Notre première partie, on a essayé de critiquer, de faire une démonstration qu'il est impossible pour le capitalisme de devenir vert. Ce livre, on l'a voulu pédagogique, accessible. On n'est pas parti du point de départ qui serait l'idée que nécessairement il faut se débarrasser du capitalisme. On a cherché à le démontrer. On n'a pas cherché à dire que c'était le point de départ. On a cherché à le démontrer par les contraintes à la fois sociales, écologiques, qui pèsent sur cette façon d'organiser l'économie et la société en général. Donc, c'est l'objet de la première partie. Puis après, on a tenté de répondre à la question par quoi on peut bien le remplacer. Donc là, on parle de planification démocratique de l'économie. On montre qu'il est possible de planifier démocratiquement l'économie et d'éviter les pièges centralisateurs et autoritaires de l'Union soviétique. Puis enfin, on tente de répondre à la question que faire. Trop souvent, malheureusement, à gauche, on a une belle critique, on a un bel idéal, mais entre les deux, rien. Et donc, on a tenté de proposer des pistes d'action
assez pragmatique, à la fois sur les modes d'organisation, sur comment organiser nos mouvements, comment organiser notre lutte et donner quelques objectifs stratégiques. Évidemment, vous comprenez, je ne pourrais pas parler de tout ça aujourd'hui, fait que je vais m'attarder sur certains éléments que je trouve importants à souligner en lien avec, pour dire des choses un peu différentes aussi de ce qui a été dit par les deux excellentes interventions avant moi. D'une part, notre livre s'ouvre sur un lieu commun qui est extrêmement puissant aujourd'hui, puis qui pénètre même notre quotidien, et moi le premier, ce mythe selon lequel le problème, ça serait la surconsommation, et qui fait peser sur les individus une énorme culpabilité environnementale du fait de, par exemple, acheter des couches jetables parce qu'on travaille trop, puis on n'a pas le temps de s'occuper tout le temps de laver des couches, puis ce genre de choses, ou d'avoir une automobile pour se rendre au travail parce qu'on a été obligé d'habiter en banlieue parce que c'est trop cher à Montréal. Bon, ce genre de choses qui font en sorte qu'il y a des contraintes qui pèsent sur les individus, qui font en sorte que le choix écologique, ce n'est pas toujours un véritable choix qu'on a. C'est plutôt, c'est même parfois et souvent même pour les gens pauvres, ça devient de plus en plus difficile de faire des choix véritablement écologiques. Donc, ce qu'on essaie de montrer dans une première partie de notre livre, c'est que s'il y a un problème écologique, il faut le rappeler, c'est d'abord un problème qui est causé par d'immenses corporations capitalistes qui ont un pouvoir immense sur la société. Évidemment, on rappelle des chiffres qui sont connus, mais on les réitère. Les 2/3 du réchauffement des gaz à effet de serre qui sont la cause du réchauffement climatique que l'on vit déjà ont été causés par 90 entreprises dans les 200 dernières années. 90 entreprises, je le répète, c'est très, très peu. 81 de ces entreprises sont des industries fossiles du pétrole et du gaz. Les 9 autres sont des cimenteries. Donc, il faut relativiser là-dedans le poids des individus là-dessus. Donc, ce qu'on cherche à montrer, c'est qu'il faut déplacer la culpabilité des individus vers les entreprises parce que, objectivement, c'est elles qui portent, qui sont les principales responsables de la destruction de nos écosystèmes, de nos milieux de vie, des milieux de vie des populations autochtones, puis des milieux de vie qui permettent la reproduction sociale aussi. Donc, qui permettent aussi, disons, une vie saine pour tous et toutes, reproduction aussi sociale qui est davantage assumée par les femmes. Ce qu'on essaye de dire également, c'est qu'on a vu récemment beaucoup un discours qui nous dit le problème, c'est les riches, c'est le 10 %, c'est le 1 %, entendu ici comme ce sont les riches qui polluent plus que nous. Ce qu'on essaie de dire également, c'est bien, mais c'est insuffisant comme analyse sociale. Ce n'est pas seulement la richesse en termes de notre pouvoir d'achat et de consommation qui importe, mais c'est d'abord notre pouvoir d'investissement, notre pouvoir, le pouvoir finalement capitaliste, c'est-à-dire celui de diriger les investissements, de dire qu'est-ce qu'on va produire, où on va le produire, à quelles conditions, etc. Ce pouvoir-là, dans une société comme la nôtre, est un pouvoir qui est privé, qui n'appartient pas à tous et toutes. Nous n'avons pas de décision, on n'a jamais été consulté sur est-ce qu'on devait avoir du plastique plutôt que du chanvre. On n'a jamais été consulté si on devait plus avoir du transport en commun plutôt que des voitures, si on devait développer les banlieues plutôt qu'une autre façon d'organiser le territoire. Ce pouvoir-là est un pouvoir privé, qui est davantage le fait d'une série de grandes corporations capitalistes qui ont un pouvoir aujourd'hui beaucoup plus grand que la plupart des États. Donc, ce qu'on essaie de montrer, c'est que la consommation des riches, c'est un problème, mais le problème, c'est d'abord le pouvoir du capital ou le pouvoir des capitalistes. Pour donner un exemple qui a beaucoup circulé, c'est celui de Roman Abramovich qu'on développe dans le livre. Roman Abramovich est un milliardaire fameux, qui a une consommation ignoble. Et on parle il a un jet privé, il a un yacht qui consomme de 400 mètres, qui est probablement le plus grand au monde. Un yacht, pour vous donner une idée, en une heure, ça peut consommer autant qu'un État comme le Burundi en termes de GES. Donc, c'est faramineux. On a calculé, il y a un média qui a calculé sa consommation de GES ou sa production de GES comme consommateur. En gros, ça représente 7000 voitures américaine, donc sa consommation individuelle. Mais si on prend acte du fait qu'il a fait son argent essentiellement sur la base du pétrole russe, l'année où il a vendu son entreprise Sibnef, il a vendu des millions de barils de pétrole. Ces millions de barils de pétrole, ça représente 31 millions
de voitures. Donc, comme consommateur, Roman Abramovich pèse déjà beaucoup. Il pèse en gros 7000 voitures, mais comme capitaliste, il en pèse 31 millions. Donc, il est temps de s'attaquer à ce véritable pouvoir qui fait la différence, ce pouvoir comme capitaliste et pas comme consommateur. Ce qu'on essaie de montrer donc, dans les débuts du livre, c'est que les problèmes de la surconsommation, c'est d'abord un problème de surproduction. La surconsommation, ce n'est que la conséquence de cette surproduction qui est systémique parce que les entreprises sont forcées de rester concurrentielles et donc cherchent à faire des économies d'échelle, veulent garantir leur part de marché et pour ça sont toujours prêtes à en produire toujours plus pour être sûr de gagner la mise parce que c'est une contrainte du système pour pouvoir rester en place. Si elles ne vendent pas leurs marchandises, si elles ne restent pas concurrentielles, elles vont faire faillite ou elles vont être achetées. Il ne s'agit pas ici de mauvais de choix, disons, de cupidité, d'individualisme. Ça n'a rien à voir. Il s'agit de contraintes qui sont liées à la structure même dans la façon dont l'économie est structurée autour du marché capitaliste. Le temps avance. Je veux cheminer vers deux dernières grandes choses à vous dire. Un élément un petit 5 minutes, d'accord. Un élément qu'on a essayé aussi de pousser dans notre livre, c'est de dépasser un certain argument qu'on a beaucoup entendu grâce à la croissance et à la visibilité du mouvement de la décroissance, je voulais dire en fait. Le mouvement de la décroissance pose de bonnes questions et remet à sa place un certain discours. Ce qu'on a essayé quand même de montrer, c'est qu'il faut dépasser notre conception de la croissance comme d'une idéologie ou d'une religion. La croissance, c'est d'abord un impératif, c'est une contrainte systémique, c'est une contrainte qui vient des rapports sociaux et qui s'impose à l'ensemble des entreprises. Et donc, la croissance, c'est plutôt le résultat de l'accumulation capitaliste qui impose aux entreprises, à chaque fois qu'elles font des profits, de réinvestir pour garantir les profits de demain. Et donc, ça, c'est bien important de comprendre qu'on ne peut pas avoir de capitalisme sans croissance et que le capitalisme et la croissance vont inévitablement de pair. Ça, malheureusement, à cause d'une conception un peu trop idéaliste ou un peu trop liée à l'idée que la croissance serait juste un objectif politique et juste une religion, ça donne des fois lieu à ce genre de proposition un peu Frankenstein de dire « Ouais, on pourrait garder le capitalisme parce que finalement, ça marche quand même pas si mal, mais on va se débarrasser de la croissance. » On essaie de montrer que c'est absolument impossible par, disons, sa nature même. Et on essaie de le démontrer, pas seulement de l'affirmer. Donc ça, on pense que c'était une contribution importante pour tenter de vulgariser des enjeux qui sont ceux de notre vie économique. Je voudrais terminer sur une question stratégique qui est un peu l'objectif aussi de notre livre. À la fin, dans la conclusion, on propose des objectifs stratégiques parce qu'on ne veut pas rester seulement dans la critique ni seulement dans un discours trop large. On vise un premier objectif stratégique et c'est là-dessus que je voudrais terminer. On parle beaucoup des technologies vertes. Rosalie nous en a bien parlé. On parle des énergies renouvelables. Si on a un objectif politique pour les luttes sociales à venir, pour l'écologie, c'est de viser la fermeture de l'industrie fossile. C'est un objectif stratégique qui est premier. Nos premiers adversaires, ce sont les industries pétrolières et gazières, ce sont les centrales au charbon, ce sont tout le domaine des carburants fossiles. Pourquoi? Je vous l'ai dit, ils sont les principaux responsables de la production des GES depuis la révolution industrielle. Ils connaissaient les effets des GES depuis 1965, ça fait plus de 50 ans qu'ils le savent. Ils ont privatisé des ressources, notamment des brevets d'énergie renouvelable. Ils ne les ont jamais développés parce qu'ils voulaient maintenir et garantir leurs actifs et les valoriser sur les marchés et continuer à produire en rendant les peuples et l'ensemble du monde dépendants de leurs ressources. Donc, à tous les égards, ce sont nos principaux ennemis et il faut, dès le plus tôt possible, travailler à les exproprier. C'est aussi important parce que, comme l'a dit Rosalie, on ne remplace pas aujourd'hui des panneaux solaires, on ne remplace pas du pétrole et du charbon par des panneaux solaires. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est que les panneaux solaires et les éoliennes ne font que s'ajouter au mix énergétique et il n'y a pas véritablement de substitution. Fait que si on a un véritable objectif stratégique, ça doit être celui de se dire qu'il faut exproprier ces entreprises-là et il faut les fermer
graduellement en assurant une transition juste pour les travailleurs et travailleuses qui y sont. C'est aussi important parce que si on prend l'exemple si on prend l'exemple de la morue dans l'Est du Canada, il y a eu il n'y a pas eu de transition liée à cette population de poissons et ça a créé une fermeture rapide du secteur et un chômage massif. Si on veut éviter ce genre de crise sociale que provoquerait la fermeture de l'industrie fossile, il faut dès maintenant planifier cette transition pour les travailleurs et travailleuses et c'est tout à leur avantage qu'on le fasse le plus tôt possible parce que le plus tard, on va devoir inévitablement le faire puis ça se fera de manière autoritaire et ça se fera en créant davantage de crise sociale, davantage de pauvreté. Donc, il faut le faire le plus tôt possible. Dernier mot pour conclusion, est-ce qu'on va gagner, pour reprendre la question de Michael Lowy, ce qu'on essaie de dire dans notre livre, c'est que évidemment, c'est difficile de savoir si on va véritablement gagner, mais tout ce qu'on sait, c'est que si on choisit la voie de la solidarité, si on choisit la voie d'une lutte écologique qui soit aussi une lutte de la solidarité sociale, c'est aussi nos meilleures chances de faire face aux catastrophes qui vont inévitablement nous frapper. Autrement dit, la voie de la solidarité, c'est aussi notre bouclier. Ce n'est pas seulement un moyen pour être en mesure de renverser la vapeur, ce sera aussi la meilleure façon de nous protéger contre les catastrophes qui viendront. Donc, de toute façon, c'est la voie qu'il nous faut choisir.